Et bonjour à tous, ne regardez surtout pas la bibliothèque qui est derrière moi, elle est en cours de rangement. Vous allez voir une vidéo de moi en train de ranger ma bibliothèque dans très peu de temps. Bref, du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un J'ai lu, j'en parle, donc un update lecture, si mon chat ne s'allonge pas sur le livre. Hop, ça me gratte le nez depuis ce matin, je suis désolée. Du coup, ce mois-ci, cette semaine plutôt, j'ai lu deux livres. Et il y a un énorme coup de cœur dedans. Donc on va commencer par le gros coup de cœur et par... C'est pas une déception ni un coup de cœur. C'est une lecture agréable. Voilà, donc on va commencer par la lecture agréable et je vous parlerai de mon coup de cœur après. Du coup, pour la lecture agréable, j'ai lu Dem de Bruce Nakash aux éditions Les Trois Colonnes. Donc c'est le livre numéro un. Et donc on se retrouve dans un monde un peu comme le nôtre, mais avec de la magie, avec des guerriers, des combats et tout ça. Avec beaucoup aussi d'allusions à la mythologie, avec des éléments de la mythologie, avec les enfers, avec Hadès et tout ça. Donc pour vous faire un petit résumé, mais je ne me rappelle plus de tous les prénoms. Aiden, Méline, Kadian et Roxy, merci pour le résumé. En fait, ce sont quatre jeunes qui sont élus et qui doivent être entraînés pour sauver le monde. Donc c'est Zoltan, je me rappelle plus de leur chef. C'est dit dans les premières pages, donc de toute façon. Sinon, j'irai voir dans celle qui fait mal. Ah, Zoltan. Zoltan ou Zoltan, je ne sais pas comment ça se prononce. Et du coup, il va les entraîner. Donc, tout le début du livre, on suit leur entraînement. Enfin, on suit leur entraînement. C'est ce qui m'a un peu déçu dans ce livre-là, c'est qu'on parle dès le début du fait qu'ils doivent s'entraîner, qu'ils doivent évoluer, qu'ils doivent contrôler leurs émotions, qu'ils doivent contrôler leur respiration, qu'ils doivent contrôler les vibrations des autres et que le fait de s'entraîner, le fait de devenir meilleur pour soi-même, eh ben, ça va leur aider, les aider avec leur... comment ça s'appelle? J'ai le mot là, leur combinaison, leur armure. Ça va les rendre encore plus puissants avec leur armure. Et en fait, on a quelques l'auteur nous montre quelques scènes d'entraînement, comme par exemple quand ils doivent faire la course et qu'il y en a un qui doit courir après les autres pour le rattraper, ou qu'ils doivent contrôler leur respiration, ou qu'ils doivent contrôler les vibrations d'un oiseau et tout ça. Là, on les voit et c'est vraiment trop bien de voir leur entraînement, sauf qu'on voit pas énormément d'entraînement. Donc, j'ai été un peu déçue du fait que ça, le début, c'est très. Il y a quand même un moment où ça fait janvier, une petite phrase pour expliquer. Fait mars, nanana, nanana, tout plein. Enfin, l'année passe très très vite du coup. Et on n'a pas énormément d'explications. On a juste des petites anecdotes comme ça qui particulières de leur entraînement ou de leur. Ou du fait qu'ils deviennent meilleurs amis, en fait, qu'ils deviennent très soudés. Et vraiment, j'aurais aimé avoir plus d'éléments sur leur entraînement et sur le fait qu'ils deviennent ben, incroyables les uns pour les autres et qui sont soudés et qui sont dépendants des autres. Je sais pas comment l'exprimer. Donc voilà, ça a été la première déception. Parce que vraiment, le livre, il a un potentiel incroyable. Vraiment, les idées, elles sont trop bien. Un peu vibe Power Rangers, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'ils disent des mots et je crois que c'est Victoire quelque chose, je ne sais plus quoi. Et il y a de la lumière et boum, ils ont leur armure un peu vraiment Power Rangers. Donc si vous avez aimé votre enfance avec les Power Rangers, je pense que ça, vous pouvez aimer. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Que oui, et du coup, le fait de ne pas avoir tout vu m'avait déçu. Mais vraiment, il y a un potentiel énorme sur ce livre parce que le fait qu'ils doivent sauver le monde parce qu'il y a Hadès qui veut que tout le monde soit dans la souffrance et tout ça, que tout le monde soit dans l'enfer en fait. Ça, j'ai vraiment aimé et si vous aimez la mythologie et tout ça, c'est un truc qui peut vous faire apprécier. Par contre, ça se lit très très vite. Je l'ai lu, j'avais 4 heures de train, donc je l'ai lu en 4 heures de train. Voilà. Et mais j'ai l'impression de vous avoir dit que des trucs négatifs alors qu'il y a des choses beaucoup positives aussi. Par exemple, rien que l'écriture poétique de l'auteur, l'écriture est incroyable. Il y avait des phrases, j'étais c'est bien mis, c'est bien tourné, c'est très joliment dit en fait. L'auteur s'exprime mais très très bien, c'est très poétique, c'est agréable à lire et on s'attache au personnage.
Donc ça c'est aussi un bon point parce qu'il y a beaucoup de livres en ce moment que je lis et que j'arrive pas à m'attacher au personnage. Donc ça c'est un bon point du fait que on s'attache au personnage, même si je reviens sur ce point, j'aurais aimé avoir plus de connaissances sur leur entraînement. Par contre aussi, il y a enfin voilà, c'est ça ma lecture sur ce livre-là, c'est qu'il y a eu des trucs incroyables, genre vraiment des coups de cœur dans ce livre et des aspects plus négatifs, comme par exemple il y a eu un moment où ça fait des heures et des heures qu'ils combattent un méchant et soudainement elle va se retourner, elle va avoir une idée et boum ils vont réussir à le vaincre et l'autre elle va lui dire ah mais comment t'as su que ça allait faire le vaincre. Ah mais je ne savais pas. T'as joué sur la chance, mais c'est beaucoup de chance en fait. Il joue beaucoup sur la chance de oh je pense que si on fait ça ça marche et ça marche. Voilà, je sais pas comment faire un résumé de ce livre là. J'ai l'impression d'être un peu brouillon dans mon explication. Du coup, je vous conseille de le lire. Voilà, et de faire votre propre avis dessus. La couverture, elle est dingue, j'aime beaucoup trop. Ensuite, du coup, j'ai lu Nos silences sont immenses de Sarah Goula avec la préface de Kauter Adimi aux éditions Face Cachée Édition. Pour nous, pour tous. Et alors là, c'est un coup de cœur. C'est le wow. Vous voyez comment il est. Il fait pas beaucoup de pages, hein, mais 100, on va dire 170 pages. C'est écrit relativement gros. Je l'ai lu en 3 heures. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je devais faire le ménage et je me suis dit, j'avais ce livre-là posé sur ma pile de livres à lire et je l'ai pris sur le canapé et j'ai oublié que je devais faire le ménage et pendant 3 heures j'ai lu et c'est une fois que je l'ai terminé que je me suis rendu compte que j'avais lu pendant 3 heures. Vous vous rendez compte? Donc voilà, vraiment ça a été un coup de cœur, c'est pépite. C'est vraiment... Je vais vous faire un petit résumé pour que vous compreniez à quel point ce livre est incroyable. Du coup, je crois que c'est Zora. Il s'agit de Zora qui est une jeune fille qui est née sans bruit, sans pleurs, elle est née toute silencieuse, toute fragile, alors que sa mère, elle venait de perdre son mari et qu'elle a eu beaucoup de filles avant, je ne sais plus exactement combien de filles. Non, c'est pas écrit dans le résumé, donc tant pis. Je ne sais plus combien de filles elle a eu avant elle, mais elle en a eu beaucoup et du coup elle se croit maudite par le fait d'avoir que des filles. Et surtout la petite dernière qui est pâle de peau et qui a les cheveux très pâles, les yeux pâles, enfin elle est très différente des autres. Elle passe sa vie à regarder le soleil au lieu de travailler la terre comme ses sœurs. Et du coup sa mère elle est un peu énervée par cet enfant qui lui coûte de l'argent et ne lui ramène rien puisqu'elle n'est pas capable de faire comme ses sœurs, travailler la terre. Et du coup, un jour, Zora va rencontrer la folle du village qui va regarder ses mains et qui va lui dire que ses mains elles sont faites pour soigner. Et de là, donc Zora va décider, vraiment elle va décider, elle va dire à sa mère je veux devenir médecin, je veux que mes mains servent à soigner les gens, je ne veux plus travailler la terre, de toute façon je ne suis pas faite pour ça. Au début, sa mère elle est oh c'est un caprice et tout ça, sauf qu'elle se rend compte qu'elle peut potentiellement se débarrasser de son enfant comme ça et du coup elle va permettre à sa fille d'avoir un apprentissage avec une dame, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais cette femme-là qui est très douée dans la médecine, elle va lui apprendre, elle va la prendre sous son aile pour lui apprendre tout ce qui est à apprendre sur les médecines, les différents aspects des plantes, comment écouter la douleur des patients, non pas se concentrer sur ce qu'ils disent sur leur bouche, mais se concentrer sur leur corps en entier et les toucher un petit peu pour comprendre où est la douleur. Et donc voilà, et vraiment, c'est une dinguerie. J'ai adoré. Il y a plein de leçons de morale, il y a plein de choses. Ça veut dire que même si on te dit que tu es nul, tu peux quand même prouver que tu es très forte. Et que il faut juste que tu trouves la chose, ton truc à toi qui permet de montrer que tu es douée dans un domaine. Par exemple, là, Zora, elle devait travailler la terre alors elle est toute fragile. Et donc sa mère, elle pensait qu'elle était incompétente, alors que elle sait soigner les gens et elle le prouve bien parce que tout au long de l'histoire, on va voir qu'elle soigne très bien. Il y a des moments très durs à lire. Hein, elle se lie d'amitié avec une petite fille et il y a certaines... il y a des moments un peu durs parce que ça... Enfin, je vais pas vous spoiler, vous verrez bien. Et du coup,
Vraiment, c'est un coup de cœur, j'ai adoré, je vous conseille de le lire parce que ça montre bien que, par exemple, la mère, je l'ai détestée. Parce que la mère, elle est là à dire oh, t'es inutile, tu me ramènes pas d'argent. Mais une fois que sa fille, elle devient médecin très célèbre, qu'est-ce qu'elle fait, la mère? Regardez, c'est ma fille, c'est moi qui l'ai faite. Regardez, je vais mettre un tableau dans sa chambre pour montrer que c'est moi. Enfin, dans sa chambre, dans sa salle d'auscultation. Je vais mettre un tableau de moi pour prouver que cette petite fille sort de mon vagin. C'est ça, en fait. C'est vraiment. C'est l'orgueil et vraiment, c'est ça. C'est la mère qui est orgueilleuse qui donne la morale à l'histoire. Je l'ai détestée, la mère. Je suis désolée pour elle, mais j'espère que c'est pas une histoire vraie parce que je suis en train de détester une personne. Non, je pense pas que ce soit une histoire vraie, j'espère pas. Enfin bref. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre-là qui est une pépite pour moi. Et du coup, ma prochaine lecture, ça, c'est Cargo de JC, apparemment. C'est des récits et des anecdotes sur la carrière à survoler l'Afrique aux commandes d'un avion. Donc, j'ai commencé ce matin à lire un petit peu. Je suis à la page 6, donc vraiment, j'ai commencé ce matin à lire au petit déjeuner. Du coup, je vais aller me poser pour le terminer. Du coup, j'ai pas beaucoup avancé sur ma lecture de Cargo parce que je pense que c'est un livre qui se lit en énormément de jours. Je lis des petits chapitres comme ça de temps en temps. Mais vu que c'est des anecdotes et des explications et tout ça, c'est pas le genre de livre que je peux lire d'une traite comme ça. Et du coup, pour faire une petite pause, j'ai lu plusieurs BD. Donc j'ai lu Elanter, du coup je vous mets l'illustration juste ici. C'est une bande dessinée écrite par Anne Lawyer Moonley et Claudia Razzoli aux éditions Jungle. Je crois que c'est les éditions Jungle. Attendez, oui, Chimère. Désolée, je regarde parce que du coup, vu que j'ai la bande dessinée sur ma Kindle et non pas en physique, j'ai pas toutes les informations en tête. Mais du coup, l'histoire est est vraiment trop bien. Les illustrations étaient vraiment très très belles. C'était très. J'ai bien aimé en fait. Ça faisait très fantastique, féerique avec les les loups ou un renard. Non, oui, c'était un loup avec des trois yeux tout blancs, complètement presque blanc transparent. Il était vraiment beau. Donc l'histoire, c'est Ilia, qui est une jeune fille qui vit dans un peuple sur une terre qui est pas du tout comme la nôtre. C'est très fantastique. Et du coup, dans cette terre, ils sont trois clans. Donc le clan des tueurs, le clan des semeurs et le clan. L'autre clan, je ne sais plus ce que c'est. Les sombreurs. Je crois que c'est ça, c'est le clan des sombreurs. Et donc elle vit dans ce peuple-là. Et elle, son rêve, c'est d'être une tueuse, mais elle est malheureusement juste une semeuse. Donc elle, c'est plus le don de la terre qu'elle a, sauf qu'elle est capable de tuer les bêtes qui menacent son peuple. Donc elle est certaine de pouvoir être une tueuse. Et en plus, elle est en couple avec un jeune homme qui, lui, est tueur. Donc le fait d'être amoureuse d'un tueur, ça lui donne encore plus envie d'être dans le même clan qu'elle, que lui en fait. Et son père n'est pas de cet avis, il n'est pas d'accord avec ça. Et au fur et à mesure de tout ça, Elia va se rendre compte que le peuple ne sait pas toute la vérité, ne sait pas toute l'histoire sur leur histoire, sur l'origine de leur terre, sur tout ce qui se passe dans leur société. Et donc elle va avoir des sortes de visions qui vont lui montrer comment c'était dans le passé et la différence de ce que c'était maintenant. Pourquoi sa mère a disparu, pourquoi ses parents étaient en discorde et tout ça. Et vraiment, j'ai adoré cette histoire. Je vous fais pas très bien la. Je vous ai pas très bien le résumé. Si vous voulez, je peux vous lire le résumé. C'est en île en terre, territoire glacé, hostile et isolé, cohabitent bêtes maléfiques et humains, les tueurs, chasseurs hors pair et maîtres incontestés de cette société. Oui, parce que les tueurs, ce sont les maîtres de la société, les semeurs sont en dessous. Enfin, voilà, leur peuple est gouverné par les tueurs, donc les tueurs de bêtes. Hein, c'est les bêtes qui les menacent et du coup, ils ont un clan de tueurs qui les protège. Donc, protège les habitants des menaces extérieures. Ilia, jeune fille rebelle, rêve de s'élever au rang de tueuse. Son amoureux, appartenant à cette caste supérieure, elle est prête à passer la cérémonie pour la rejoindre. Donc oui, il y a des cérémonies. Enfin, il y a une cérémonie pour devenir tueuse et cette cérémonie peut littéralement la tuer ou la rendre tueuse. Voilà. Et or, cette épreuve, si elle peut lui offrir ce statut, peut aussi lui ôter la vie.
Mais une bien étrange découverte va changer l'image qu'elle a de son peuple et faire basculer son destin. Pardon, je ne sais plus lire. Donc, si vous voulez une idée de quel point j'ai adoré ma lecture, je lui mets une note de 17. Par ailleurs, cette BD sort le 22 août 2024, donc quand moi je vous en parle, elle n'est pas encore sortie, mais n'hésitez pas à mettre sur votre petit calendrier la date de sortie pour pas la louper, parce que franchement, elle est pépite, j'ai adoré. Et comme je pense que vous n'ignorez pas ça, je fais des études pour devenir professeur de français, et du coup, on m'a proposé comme partenariat Journal d'un prof à la gomme aux éditions La Boîte à Bulles, écrit par Fred Leclerc, et ça parle de prof. Donc moi je me suis dit ben let's go, on va lire ça et coup de cœur. Je vous le dis comme ça, c'est un coup de cœur. Je vous le dis tout de suite aussi, cette BD n'est pas encore sortie, elle sort le 21 août 2024. Pour vous faire le résumé, du coup je vais vous lire le résumé parce que vous avez vu qu'aujourd'hui je suis très nulle pour résumer mes lectures. En octobre 2020, Fred est au chômage depuis 5 mois et en pleine réflexion existentielle lorsque survient l'assassinat de Samuel Paty. Du coup, là c'est un trigger warning, vraiment si... Enfin, de toute façon, ça a marqué tout le monde, ça a touché tout le monde. Mais si vous êtes vraiment sensible ou que vous avez été témoin de cette histoire, là, voilà. De toute façon, c'est écrit dans le résumé. Donc, en quête d'un métier qui fait sens, il découvre alors qu'il est possible d'être professeur d'art plastique dans les écoles primaires parisiennes et décide de s'inscrire au concours. 2 ans plus tard, Fred est stagiaire dans 2 écoles à l'autre bout de Paris. Propulsé sans formation face à des dizaines d'élèves agités, il ne lui faut que quelques jours pour prendre la mesure de son impréparation et il va alors improviser des méthodes éducatives hasardeuses et se confronter à ses propres limites jusqu'à l'épuisement. Du coup, on suit Fred qui est un jeune professeur qu'on envoie dans les classes comme ça sans préparation. Il a passé le concours et hop, théâtre, tu vas dans les écoles, il n'y a pas assez de professeurs, donc on t'emmène comme ça. Sauf qu'il est absolument pas préparé de 1 à avoir des élèves en difficulté. Et de 2, il est absolument pas préparé à faire cours, tout simplement. Il ne sait pas quoi faire, il est perdu. Il ne sait pas s'il doit être autoritaire, strict, méchant ou s'il doit être gentil. Et que par la gentillesse, ça se transmet et que les élèves soient gentils avec lui. Dans un monde merveilleux, ça peut marcher. J'ai été en service civique dans des écoles, RED+, et tout ça. Désolée, je me gratte, j'ai de l'eczéma, pardon. Donc j'ai été dans des écoles avec des enfants dans des situations de handicap, avec des traumatismes aussi, avec plein d'enfants différents, avec des apprentissages différents, avec des façons d'apprendre différentes, avec des familles différentes, des cultures différentes, avec plein de choses différentes. Et lorsqu'on n'est pas formé, qu'on ne donne pas les clés et qu'on n'a pas les méthodes, on n'y arrive pas. C'est impossible. Enfin, on essaye, hein, par la gentillesse, par le respect des élèves, ça peut marcher. Mais quand les élèves, parce qu'il y a des phrases dans le livre qui sont vraies, quand les élèves sont à l'école et que lorsqu'ils sont chez eux, papa et maman les frappent ou les insultent, leur disent qu'ils sont incapables, leur disent qu'il ne faut pas écouter les profs, comment voulez-vous que les profs, eux, dans la classe, alors qu'ils ont 30 autres élèves, puissent s'en sortir avec des élèves qui leur disent « Ah oui, mais papa, il m'a dit que c'était ça, donc c'est ça ». Voilà, donc c'est vraiment compliqué et ce livre, il montre bien la complexité du fait d'être prof maintenant, parce qu'on a pu les... Avant, quand mes parents me parlaient de l'école, leurs parents leur disaient tu respectes ton enseignant, tu écoutes l'enseignant, voilà. Alors que maintenant, c'est l'enseignant qui se fait engueuler par les parents. C'est les pauvres enseignants, ils essayent de faire tout leur possible pour aider les élèves, pour leur donner des clés, pour leur permettre de se cultiver, d'apprendre, de mener une vie normale par la suite. Et les parents, par derrière, peuvent très bien dire aux élèves tout ce que tu as appris aujourd'hui, tu l'oublies. Comment voulez-vous que ça avance? Enfin bref, je veux pas faire le procès de certaines éducations, mais voilà, c'est le problème qu'il y a maintenant au sein de l'éducation. Il y a beaucoup de profs qui n'en peuvent plus et je comprends. Et ce livre, vraiment, c'est... Journal d'un prof à la gomme, c'est vraiment l'explication, c'est vraiment le résumé de ce qui se passe actuellement dans certaines écoles avec certains profs. Et vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. Ça a été un coup de cœur. Donc voilà, même si vous ne voulez pas devenir prof, si vous voulez apprendre le quotidien, découvrir le quotidien des professeurs, franchement, cette bande dessinée, elle est faite pour vous parce que vraiment, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Même en voulant devenir professeur, il y a certaines choses, je me suis dit, ah oui, comment je réagirais face à cette telle situation? Un enfant qui fait une crise de panique
au bout de la classe et qui veut pas qu'on le touche parce qu'il s'est passé des choses avec, dans sa famille, comment voulez-vous qu'on réagisse enfin, c'est tellement difficile. Il y a des élèves il y a des enfants, ils ont même pas 10 ans, ils ont vécu plus de choses que nous en 20 ans, c'est incroyable. Enfin bref, du coup, je sais même pas comment vous faire un autre résumé que ça de cette histoire parce qu'elle est vraiment touchante. On est épuisé avec lui, on est émerveillé avec lui, on est heureux avec lui quand les élèves s'émerveillent de ses cours. Enfin voilà, bref, c'est un coup de cœur. Et la dernière bande dessinée que j'ai lue, et donc le dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo, est on va pas dire une déception, on va dire une mauvaise surprise. On va dire ça comme ça. Il s'agit de Naissance de Samuel Wambre, je ne sais pas comment ça se prononce. De toute façon, vous avez toutes les informations ici. Aux éditions Steinkeys. Voilà. Et cette bande dessinée-là, elle est pour le coup déjà sortie, donc vous pouvez vous la procurer si ça vous tente. Elle est sortie le 23 mai 2024, donc elle est déjà en librairie depuis un bon petit moment. Et donc il s'agit de Naissance, et pour vous faire le petit résumé, je vais vous lire le résumé, et après je vous donne mon impression du pourquoi, du comment ça a été une bonne et mauvaise surprise. Samuel va devenir père, il le sait et s'est préparé. Mais malgré l'impression d'avoir fait son possible, tout ne se passe pas comme prévu. Heure par heure, il dépeint l'accouchement de son point de vue, tout en accordant à sa compagne toute sa place. Il raconte les joies, les doutes et les montagnes russes qui précèdent la naissance. C'est incroyable, vraiment. En plus, on va parler des dessins d'abord. Les dessins sont très bien réalisés, les couleurs sont très jolies. On est imprégné dans cette naissance. C'est des couleurs très... Ça donne l'atmosphère de l'accouchement. Voilà, je sais pas comment expliquer autrement. Mais par contre, le petit bémol, c'est que l'auteur dépeint certes l'accouchement de sa femme, qui est très très long. On en est quand même à 50 heures de travail, ce qui est très très long. La pauvre, elle souffre pendant 50 heures d'affilée. C'est long. Après 9 mois, elle doit être épuisée en plus. Donc voilà, c'est vraiment très très long. Et on a mal pour elle, on a pitié pour elle. Sauf que son mari, il réagit d'une façon qui m'a... Je suis restée un peu... t'es un petit peu égoïste. Ta femme est en train de souffrir et toi, tu penses juste à... Excusez-moi les médecins, est-ce que je peux avoir un matelas plus confortable? Parce que, en fait, dans ce livre, on voit que les médecins sont débordés, qu'ils ne sont pas assez nombreux pour le nombre de naissances. Il y a 6 femmes qui accouchent en même temps qu'eux, je crois. Et du coup, ils ne sont pas assez de médecins. Ils courent dans tous les sens pour aider tout le monde de façon la plus équitable possible. Et du coup, ils courent partout. Des fois, ils prennent pas le temps de discuter avec les parents, de les rassurer parce qu'ils ont d'autres. Il y a une dame qui est en train de donner la vie à côté, donc excusez-moi, je ne peux pas vous rassurer pour l'instant. Logique, s'ils ne sont pas assez nombreux, il vaut mieux aller sauver ce petit bébé qui est en train de venir au monde que de parler avec un papa. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, là, dans ce livre, dans cette bande dessinée, on voit clairement que les médecins font tout ce qu'ils peuvent et qu'ils sont débordés et que c'est pas de leur faute parce que c'est juste on leur donne pas les moyens de faire les choses comme ils devraient être. Et j'ai eu l'impression que l'auteur leur reprochait des choses qui n'étaient même pas de leur faute. Par exemple, au tout début, au moment où ils arrivent à l'hôpital, donc sa femme, elle est prise en charge, elle est dans un lit confortable, on lui demande de se reposer, on fait tout pour elle pour qu'elle soit bien, la plus détendue possible. Voilà, tout est fait pour que sa femme soit détendue. Et là, les médecins, ils font tout pour qu'elle soit détendue. Donc les médecins, ils font vraiment... ils font le protocole, tout est bon. Vraiment, on n'a rien à leur reprocher, tout est bien fait. Et le père, le futur père, l'auteur du coup, sort de la chambre de la mère et demande un lit pour se reposer. Je vois pas le mal à ça, c'est vrai qu'il doit aider sa femme à accoucher, donc lui, il doit se reposer tout autant. Mais il s'offusque quand le médecin lui dit « Je vous ramène votre lit dans 30 minutes parce qu'on est débordé, il faut que j'aille aider ailleurs. » Et il va y avoir la deuxième équipe qui va arriver, du coup, le temps de transmettre des informations, de terminer ce qu'il devait faire avant de partir. Il n'a pas le temps pour le médecin, il doit aller aider des patientes, il doit sûrement accoucher une autre patiente. Voilà, il a plein de choses à faire, et lui, il s'offusque. Ah, pardon, vous allez mettre 30 minutes à me donner mon lit? De toute façon, il te donne 30 minutes ou pas, tu dois aller chercher les affaires de madame dans la voiture. Donc, si ça te prend 30 minutes à aller prendre les affaires de madame dans la voiture, attendre ton lit pendant 30 minutes, tu ne les verras pas passer. Voilà, bref, c'est ce que je pensais dans le livre, et je suis vraiment désolée, mais
Ensuite, monsieur peut aller se gambader partout pendant que sa femme souffre sur le lit. Monsieur peut se promener, aller en ville, prendre l'air tout simplement. Et il va demander à un médecin si ce médecin ne peut pas aller prendre 5 minutes de son service pour aller lui chercher du Doliprane. Alors que monsieur pouvait aller à la pharmacie tout seul de lui-même, c'est chercher un Doliprane. Voilà. J'ai trouvé ça vraiment égoïste, le fait de c'est le. Enfin, j'en ai parlé, il y a beaucoup de personnes dans ma famille qui ont accouché, hein, et on en parle souvent de comment ça s'est passé, et les pères le disent. Tout ce qui compte, c'est la femme qui accouche. Toi, tu dors sur le fauteuil, t'en as rien à faire. Ta femme, elle est allongée, elle souffre, c'est tout ce qui compte. Elle est là, t'essaies de la détendre, c'est tout ce qui compte, elle va donner la vie. Tu t'en fous de dormir sur un matelas qui te fait mal, parce que tout le long, il va se plaindre que le matelas lui fait mal. Mais ta femme est en train de donner vie, elle a quand même 10 centimètres qui va lui sortir de l'utérus par la tête là. Enfin 50 centimètres. Bah, les 10 centimètres, je parle du col de l'utérus. Mais après, elle a 50 centimètres qui vont sortir de son corps. Il y a un énorme bébé qui va sortir de son corps et toi tu te plains parce que. Enfin bref, voilà, vraiment je suis désolée. Mais le pire, c'est que l'histoire aurait été bien parce que l'auteur veut parler du fait que les pères sont invisible à l'accouchement. Et c'est vrai, on pense beaucoup à la femme, c'est elle qui donne la vie, mais le père aussi, enfin l'homme devient père en même temps. La mère, enfin la femme devient mère et l'homme devient père tout en même temps. Et on n'en parle pas assez de ce changement radical de cette naissance de père. Et je trouvais ça beau à la base d'écrire un livre comme ça sur l'invisibilité des pères, pour que les autres, les futurs pères puissent le lire. Moi je l'aurais, en vrai, si ça avait été bien, si ça n'avait pas été si égoïste, je l'aurais de joie fait lire à mon copain pour le jour où on aura notre bébé. Mais là non. C'est pas... En fait, en plus le personnel semblait agacé et pas très... Enfin, il semblait très froid et pas très gentil avec Madame, alors que quand on lit la lettre à la fin de Madame, elle est très heureuse et elle remercie le personnel. Mais son mari ne pense pas la même chose. Enfin bref, ça a été une déception. En même temps, ça aurait pu être beau. C'est beau un accouchement, c'est beau une naissance. On a les sentiments, on a la préparation, on a l'inquiétude, l'angoisse. Et il y a un autre truc qui m'a fait tiquer, c'est la mère qui déboule dans l'hôpital en plein Covid. Elle déjoue la sécurité pour rentrer dans l'hôpital et elle vient serrer la pauvre femme qui est en train d'accoucher dans ses bras alors que en plein Covid, tu ne rentres pas dans un hôpital. Tu fais encore moins un câlin à une personne qui va donner la vie alors que potentiellement tu peux lui donner des microbes puisqu'elle n'a pas pris d'antibiotiques. Bref, voilà. Il n'y avait rien qui allait dans cette histoire et donc je suis désolée d'être aussi méchante dans mon argument. Enfin, c'est pas méchant, c'est mon ressenti qui a été. Il y avait des scènes vraiment très belles, la naissance, l'arrivée du bébé, le fait qu'il y ait une sage-femme qui demande à la jeune maman est-ce que vous voulez toucher les cheveux de votre bébé qui va arriver. Ça, c'est merveilleux, c'est magnifique. On remercie cette dame d'avoir eu l'idée de le faire et que du coup, elle a dû avoir la force du dernier moment de pousser une dernière fois parce qu'elle savait que son bébé allait arriver et qu'il y avait littéralement sa tête qui sortait. Et ça, c'est magnifique. Et il y avait d'autres points dans la bande dessinée où j'étais ta femme est en train de coucher. Voilà. Enfin bref. Je vais arrêter là pour l'explication de cette bande dessinée parce que vous allez croire que c'est juste une déception alors qu'il y avait des moments magnifiques. Un accouchement, ça reste magnifique. Mais le reste était compliqué. Problématique. Voilà, bref, on termine sur ce mauvais point. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et s'il vous plaît, ne me cassez pas dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis sur cette bande dessinée. On peut avoir une déception. Donc ne m'en voulez pas. Gros bisous.